Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder le circuit RLC. Donc voilà, on va essayer de faire une étude complète. Voilà, c'est un exercice très complet, qui est très bien pour réviser le cours d'électrocinétique que vous soyez en prépa ou en licence. Donc bah, sans plus tarder, on commence donc avec le circuit RLC série donc, que j'ai représenté ici. Donc on a une résistance R, une bobine d'inductance L, un condensateur de capacité C. Je note petit i le courant qui parcourt le circuit et petit u la tension au bord du condensateur. Donc la première question, ça va être de déterminer l'expression de l'énergie emmagasinée dans la bobine et de l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Alors à chaque fois, je vous laisse réfléchir, n'hésitez pas à mettre pause pour faire la question de votre côté et puis je vais écrire directement à la correction. Donc pour déterminer l'expression de ces deux énergies, on va commencer par regarder la puissance, par exemple, emmagasinée dans la bobine. Et l'idée, ça va être de l'exprimer comme la dérivée temporelle d'une certaine quantité, qui sera donc l'énergie emmagasinée dans la bobine. Et ça, on cherche à déterminer. Alors, la puissance dans la bobine, elle s'exprime comme le produit de la tension dans la bobine, que je note UL, fois l'intensité qui parcourt cette bobine. Alors, on a une propriété pour UL, puisqu'on sait que la tension dans une bobine peut se réécrire comme L dI sur dt fois I. Et ça, je peux enfin le réécrire comme la dérivée par rapport au temps de 1 demi de LI carré. Alors, pourquoi on peut réécrire comme ça? Puisque on n'oublie pas que I est donc une fonction du temps. Et si je redérive cette quantité-là, je vais avoir donc d sur dt de 1 demi de LI carré, et je dérive cette quantité-là comme une composée de fonctions. Donc je vais avoir 1 demi de L fois donc 2 la dérivée de I par rapport au temps, dI sur dt, I puissance 2 moins 1, donc I puissance 1, autrement dit juste I. Les deux simplifient, et j'obtiens bien L dI sur dt fois I, et je retrouve l'expression de la puissance. Donc ainsi, on peut identifier l'expression de l'énergie emmagasinée, que je note EL, et du coup, qui a pour expression 1 demi de LI carré. Alors on peut refaire la même chose pour le condensateur. Pour le condensateur, on va avoir donc la puissance dans le condensateur va être égale à donc la tension aux bornes du condensateur, qui ici est notée petit u, fois l'intensité petit i. Or, on sait que dans un condensateur, I se réexprime comme C fois du sur dt. Et pour la même raison que tout à l'heure, on peut réécrire ceci comme la dérivée par rapport au temps de 1 demi de cu carré. Et donc, on peut identifier l'expression EC, l'énergie emmagasinée dans le condensateur. 1 demi de cu carré. Alors, en guise de sous-question, on peut se demander, on va essayer de démontrer pourquoi, dans ce circuit RLC, pourquoi tous les régimes possibles sont amortis, en se basant uniquement sur un raisonnement énergétique. Alors en fait, pour ça, on va écrire donc la conservation de l'énergie, c'est-à-dire que la puissance emmagasinée dans la bobine, attends, je vais noter PL, parce que c'est plus facile à noter, plus la puissance emmagasinée dans le condensateur, que je note PC, plus la puissance dissipée par effet Joule à cause de la présence de la résistance, par conservation, ça fait 0. Autrement dit, la dérivée temporelle de l'énergie emmagasinée dans la bobine plus l'énergie emmagasinée dans le condensateur est égale à moins RI carré, où RI carré, c'est la puissance dissipée par effet Joule. Et ça, on remarque que c'est strictement négatif. Autrement dit, la somme de l'énergie emmagasinée dans la bobine et de l'énergie emmagasinée dans le condensateur diminue au cours du temps à cause de l'effet Joule. Et donc ça c'est bien caractéristique d'un phénomène amorti. Voilà, donc tous les régimes, peu importe la valeur que prendra les composantes du circuit, peu importe les valeurs, en fait, tous les régimes vont être amortis en raison de la présence de la résistance. Alors, prochaine question, on va déterminer l'équation différentielle vérifiée par la tension au bord du condensateur. Et on voudrait montrer qu'elle s'exprime, qu'elle se met sous cette forme.
Et puis on va essayer de déterminer une expression de oméga 0 et de Q. Et puis on va essayer d'en donner une signification physique. Alors pour déterminer cette équation différentielle, ce qu'on va faire, c'est écrire la loi des mailles dans notre circuit. Alors on va avoir la tension aux bornes de la résistance, qui va se noter donc R fois I, en vertu de la loi d'Ohm bien sûr, plus la tension aux bornes de la bobine, que je note pour l'instant UL, plus la tension aux bornes du condensateur, que je note donc U, qui vaut 0. Alors I, je sais que je peux le réécrire C du sur dt. UL, je peux le réécrire L di sur dt. Et comme j'ai dit, I, je peux le réécrire C du sur dt. Donc en fait, ça c'est L d sur dt de C d de U sur dt. Ou ça c'est I plus U est égal à 0. Alors maintenant, je vais poser oméga 0, ça va être 1 sur racine de LC. Et Q, ça va être 1 sur R racine de L sur C. Alors ça, on voit que c'est à la dimension d'un temps moins 1, c'est-à-dire que c'est une pulsation, et en fait c'est la pulsation propre de mon circuit. Ça, on voit que c'est adimensionné, et en fait il s'agit du facteur de qualité de mon circuit. Et en posant donc ces deux constantes-là, on obtient que U point point, donc obtenu ici, plus oméga 0 sur Q fois U point, plus oméga 0 carré fois U est égal à 0. Et on a bien la forme qu'on voulait. Alors maintenant, on va essayer de démontrer, donc dans une prochaine question, qu'il existe une valeur critique de la résistance qui sépare en fait deux régimes, le régime pseudo-périodique et le régime apériodique. Alors pour ce faire, on va repartir de l'équation différentielle qu'on a, et en fait on peut écrire l'équation caractéristique associée à cette équation différentielle, qui serait écrite donc en fonction de la variable grand X, donc x carré plus oméga 0 sur Q, x plus oméga 0 carré égale à 0. Et en fait, on sait que la distinction entre régime pseudo-périodique et régime apériodique provient du discriminant de cette équation caractéristique. On sait d'après le cours que le discriminant est strictement négatif si et seulement si le régime est pseudo-périodique, et il est strictement positif si et seulement si le régime est apériodique. Et en fait, c'est cette condition sur le signe du déterminant qui va induire une condition sur R qui va donc se positionner par rapport à une certaine valeur d'une résistance critique. Et donc, cette résistance critique va effectivement séparer deux régimes. C'est ce qu'on va essayer de mettre en place. Donc, on peut calculer le discriminant de cette équation polynomiale d'ordre 2. Donc, d'après le cours, on a oméga 0 carré sur Q carré moins 4 oméga 0 carré. Alors, je peux mettre oméga 0 carré sur Q carré en facteur. Ça me donne oméga 0 carré sur Q carré, facteur de 1 moins 4 Q carré. Et en fait, on va voir que delta est positif si et seulement si 1 moins 4 Q carré est positif, puisque ça, c'est évidemment une quantité positive. Ou encore Q carré, ou Q plutôt inférieur à 1,5. Ou bien encore, par définition de Q, 1 sur R racine de L sur C inférieur à 1,5. Ou bien encore, R supérieur à une certaine valeur d'une résistance critique, qui vaut donc 2 racine de L sur C. Donc voilà, si là je suis comme ça, j'ai une certaine valeur d'une résistance critique. Si je suis plus grand, donc dans cette zone-là, mon régime est apériodique. Si je suis avant cette résistance critique, je suis dans un régime pseudo-périodique. En fait, on le sent bien physiquement, c'est-à-dire que si la résistance est beaucoup trop grande, la tension n'aura pas le temps d'osciller, elle va directement tendre vers une valeur limite. Et puis si la résistance est trop petite,
on tend à l'oscillateur harmonique, en fait, qui est obtenu pour R égale 0. Et en fait, plus la résistance est petite, plus la tension va pouvoir osciller jusqu'à atteindre une valeur limite. Et puis, en prenant la limite de tout ça, si on fait tendre R vers 0, on retrouve effectivement le cas du circuit LC et donc d'un oscillateur harmonique. Alors on va désormais se placer dans le cadre du régime pseudo-périodique, c'est-à-dire delta négatif, et la prochaine question est déterminer une expression de U en fonction du temps. Alors pour ça, je vais rappeler l'expression du discriminant. Donc on avait oméga 0 carré sur Q carré, facteur de 1 moins 4 Q carré, qui ici est négatif. Donc les solutions de mon équation caractéristique que j'avais écrite tout à l'heure, c'est moins oméga 0 sur Q, plus ou moins I racine de delta. Donc je vais pouvoir sortir un oméga 0 sur Q, puisque le oméga 0 carré sur Q carré, quand je le sors, ça va passer à la racine. Donc ça donne oméga 0 sur Q, racine de moins delta, donc 4Q carré moins 1 sur 2, que je vais enfin pouvoir réécrire, moins oméga 0 sur 2Q, plus ou moins I, oméga 0 sur 2Q, 4Q carré moins 1. Je vais poser ça égal à alpha, et ça égal à petit oméga. Et donc je sais qu'une solution de cette équation différentielle est donnée par une constante A fois cosinus de oméga t, plus B sinus de oméga t, le tout fois exponentielle de alpha t. On retrouve donc l'expression d'une pseudo-pulsation ici, qui s'exprime, donc oméga est égal à oméga 0 sur 2Q, 4Q carré moins 1. Et on peut en particulier vérifier que lorsque Q est très grand devant 1, on a que oméga est à peu près égal à oméga 0, et on retrouve le cas de l'oscillateur harmonique. On peut en particulier aussi définir une pulsation propre, définie par 2π sur oméga 0, et une pseudo-pulsation définie à partir de la une pseudo-période définie à partir de la pseudo-pulsation 2π sur oméga. Et voilà, et toutes ces quantités-là vont pouvoir nous permettre de tracer l'allure de la tension U, un peu en regardant un peu son expression tout simplement, puisque là on voit que le cosinus et le sinus vont être à l'origine d'une oscillation, mais cette oscillation va être bornée par cette exponentielle qui est décroissante, puisque alpha est négatif. Et donc on va avoir une oscillation bornée par deux exponentielles, et ça va être assez facile à tracer au final. Et du coup, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc voilà une allure de la tension U de U en fonction du temps, et j'ai précisé les expressions des courbes enveloppes, donc c'est-à-dire qu'on avait du cosinus plus du sinus borné par une exponentielle décroissante qui s'exprimait donc exponentielle de alpha t, ça c'est alpha. Donc on en a une ici, et on a sa symétrique par rapport à l'axe d'abscisse qui est moins exponentielle de alpha t. En particulier, on peut placer donc la pseudo-période qui est la distance entre, qui est plutôt la durée entre deux pics successifs. Et en fait, on va réécrire U de t de cette manière-ci. A fois cosinus de oméga t plus une certaine phase. En fait, le terme en B sinus, on peut aussi réécrire ceci en incluant une phase dans le cosinus, exponentielle donc de alpha t. Et en fait, ça va être beaucoup plus commode pour la suite, puisque maintenant, on va vouloir déterminer l'expression des zéros de la fonction U, c'est-à-dire à quels instants tn est-ce que la fonction U s'annule, ici, là, 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 etc. Et on veut aussi les expressions des points de contact avec les courbes enveloppes. On va aussi pouvoir déterminer les instants
auquel U atteint des extrémas locaux. C'est-à-dire ces instants ici, ici, ici et ici. Tous les instants auxquels, enfin même les minimums aussi en fait. De manière générale, les extrémas locaux. Alors U va s'annuler lorsque le cosinus s'annule. Et ça c'est obtenu dès lors que oméga Tn plus phi est égal à pi sur 2 plus n fois pi, où n est un entier naturel. Autrement dit, on a Tn qui est égal à 1 sur oméga, facteur de pi sur 2 plus n pi moins la phase. Pour n appartenant à grand N. Et voilà, ça c'est les instants auxquels U s'annule. Alors on peut chercher aussi à déterminer une expression des instants auxquels U atteint des extrémas locaux, c'est-à-dire en gros la dérivée de U qui s'annule. Donc si je dérive U par rapport au temps, j'ai que, on va dériver donc un produit de fonction, donc moins A oméga sinus oméga t plus phi, exponentielle alpha t, plus A cos oméga t plus phi alpha exponentielle alpha t est égal à 0. Alors A est non nul, sinon U serait constant non nul, ce qui n'a pas d'intérêt physique. Et puis l'exponentielle ne s'annule jamais, donc je peux simplifier aussi par exponentielle alpha t. Et il va me rester donc oméga sinus oméga t plus phi est égal à alpha cos oméga t plus phi. Autrement dit, tangente de oméga t plus phi est égal à alpha sur oméga. Alors on va pas pouvoir en dire grand chose de plus, mais on peut dire néanmoins que donc déjà les instants t qui vérifient ça sont les instants auxquels U atteint un extrémum local, pardon. Mais en fait on peut dire un peu plus, c'est-à-dire que pour des temps très grands, les extrémas locaux vont être atteints entre 2, 0 de U. Voilà, c'est une approximation asymptotique qu'on fait. Voilà. Mais de manière générale, les instants t qui vérifient cette équation sont les instants auxquels U atteint un extrémum local. Alors, les points de contact avec les courbes enveloppes sont obtenus lorsque donc, U de t est égal à exponentielle donc, de alpha t. A exponentielle de alpha t. Alors oui, j'ai oublié de préciser, mais bien sûr ici on a le facteur A devant qui vient donner la valeur à l'origine, tout simplement. Autrement dit, c'est obtenu pour, alors je n'ai pas précisé, c'est plus ou moins ici en fonction de, on a deux points de contact possibles, puisqu'on a deux courbes enveloppes, et donc c'est obtenu tel que, enfin pour les t qui vérifient, cos de oméga t plus phi est égal à plus ou moins 1. Et ça se lit bien sur le cercle trigonométrique. On obtient donc cos de une certaine phase, un certain argument qui vaut plus ou moins 1. C'est seulement si on se situe ici ou ici. Donc oméga t plus phi, en fonction d'un paramètre n, ça va être égal à, tout simplement, 2 npi, npi, pardon, pour n appartenant à n. Voilà, soit 0, soit pi, soit 2pi, etc., etc. Autrement dit, Tn est égal à 1 sur oméga npi moins phi. Voilà, ça c'est les points de contact avec les courbes d'enveloppe. Alors on va définir une nouvelle quantité qui va s'appeler delta. On appelle ça le décrément logarithmique. Et ça c'est défini comme le logarithme du rapport entre deux maxima successifs. Et donc on va chercher à exprimer delta en fonction de oméga 0, q et la pseudo-période. On va supposer qu'on atteint un premier maximum en Tn, et donc cette valeur du maximum, que je note Un
c'est U de Tn, ça va être donc A cos oméga Tn plus phi exponentielle de alpha Tn. Le suivant est atteint donc en Tn plus 1 qui vaut Tn plus la pseudo-période. Je me place ici, ça c'est Tn plus 1. Et ça vaut A cos de oméga Tn plus oméga grand T plus phi exponentielle de alpha Tn plus alpha T. Alors, on a oméga grand T, c'est 2pi par définition, et le cosinus c'est 2pi périodique, du coup ça c'est A cos de oméga Tn plus phi exponentielle de alpha Tn exponentielle de alpha grand T. Et là, je reconnais UN. Et donc maintenant, le rapport entre deux maxima successifs, donc UN sur UN plus 1, va nous donner exponentielle de moins alpha t. Et donc, delta, qui est défini comme le log de cette quantité, est égal à moins alpha t, est égal à oméga 0 t sur 2q. Donc voilà, j'ai réexprimé le décrément logarithmique et en fait, je remarque que en cas de faible amortissement, c'est-à-dire quand q est très très grand, on n'a que delta tend vers 0. Delta tend vers 0 quand q est très très grand devant 1. Autrement dit, dans un cas de faible amortissement, le décrément logarithmique tend vers 0, tout simplement parce que le rapport en fait, entre deux maxima successifs va tendre vers 1, puisque on va tendre vers une sinusoïde parfaite dans le cas de l'oscillateur harmonique. Donc le rapport entre deux maxima successifs vaut toujours 1, et son logarithme vaut 0. Donc voilà, ça c'est en cas de faible amortissement. Et maintenant, on va regarder comment ce résultat se transpose à la pseudo-période. Et on va montrer en particulier que le rapport entre la pseudo-période au carré et la période propre au carré se note 1 plus delta carré sur 4pi carré. Ça, c'est à montrer. Et c'est la dernière question de cet exercice. Alors, je rappelle que t, c'est 2pi sur oméga. Et oméga, c'est oméga 0 racine de 1 moins 1 sur 4q carré. Qui est égal, si on préfère, à oméga 0 sur 2q, 4q carré moins 1. Ça, c'est comme on l'avait noté tout à l'heure, mais en fait, cette formule-là va être beaucoup plus commode. C'est pour ça que je vais la garder. Et qu'est-ce que je peux écrire? Alors, oméga carré, ça va être oméga 0 carré, facteur de 1 moins 1 sur 4q carré. Comme ça, je me débarrasse de la racine. En développant, on va avoir oméga 0 carré moins oméga 0 sur 2q, le tout au carré. Mais remarquons que oméga 0 sur 2q, je peux réécrire ça comme delta sur grand T. Finalement, là on a oméga 0 carré moins delta carré sur grand T carré. Ok? En se rappelant donc que oméga carré, ça va être 2pi sur grand T, et que oméga 0 carré, ça va être 2pi sur T0, je peux réécrire ceci comme ça. Alors c'est moins delta carré sur grand T carré. Et enfin, en multipliant tout par t carré et en divisant tout par 4pi carré, on fait donc fois t carré partout et divisé par, fois 1 sur 4pi carré partout. On obtient donc le rapport t carré sur t0 carré, ça va être égal à, on va avoir donc du 1 ici, plus delta carré sur 4pi carré. Et c'est la formule qu'on voulait. Voilà, CQFD. Et donc maintenant, que dire en cas de faible amortissement? C'est-à-dire lorsque R, la résistance est très petite,
devant la résistance critique. Autrement dit, le facteur de qualité est très grand, puisqu'on a du 1 sur R, donc dès lors que R est très petit, Q est très grand. Autrement dit, delta tend vers 0, donc en cas de faible amortissement, on retrouve bien que la pseudo-période T tend vers la période propre, c'est-à-dire, au lieu d'avoir un signal qui est amorti, donc la pseudo-période tend vers la période propre, c'est-à-dire on obtient une sinusoïde parfaite, et voilà, on obtient donc le cas de l'oscillateur harmonique. Alors on peut noter aussi un fait, c'est que Q, donc c'est une grandeur adimensionnée, et en fait c'est un bon ordre de grandeur du nombre de pseudo-oscillations, c'est-à-dire là, sur mon schéma, on peut en compter 1, 2, 3, 4, 5 avant que ça s'atténue vraiment, et donc là on peut à peu près dire que Q est de l'ordre de 5. Voilà, ça c'est notamment en TP, ça peut être super intéressant. Voilà, vous observez sur l'oscilloscope un signal, vous pouvez à peu près déterminer l'ordre de grandeur du facteur de qualité en se rappelant que c'est un borneur de grandeur du nombre de pseudo-oscillations. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fait vraiment tout le tour de ce qu'il faut savoir sur le circuit RLC. Voilà, donc j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser soit en commentaire, soit sur Discord. Voilà, à la prochaine!